Good Morning Business, le débrief de la matinale. 8h30 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre débrief aujourd'hui avec Éric Delannoy, président et fondateur de Tenzing Conseil. Bonjour, avec Rodolphe Bonas, PDG du groupe Aristide Retail Technologies. Avec Thibaut Prébet qu'on accueille pour la première fois dans ce débrief, directeur général adjoint de la financière Arbevel. C'est un nouvel épisode pour Casino. Casino, c'est peut-être le dernier épisode de la saison 1, puisque ce soir, c'est le deadline pour l'examen de l'offre et des négociations exclusives avec Terac, notamment avec les investisseurs qu'on connaît bien, Niel, Pigas et Zouari, qui veulent mettre la main sur une partie de l'empire Casino et qui sont prêts à mettre le prix. Parce qu'on a appris, selon les informations de Pauline Tadevin et Mathieu Wechberti, que il serait prêt à s'aligner 1 milliard d'euros en faisant des chèques personnels, quasiment. Et c'est particulièrement intéressant le décryptage de cette position parce qu'elle nous informe sur 2 enseignements. Le premier, c'est que les 3 actionnaires fondateurs expriment ici leur volontarisme, c'est-à-dire ils ne lâcheront pas. Ça, c'est une réalité. Et le deuxième élément, qui est un élément aussi de grille de lecture assez intéressant, c'est que eux, ils ont eu accès au compte. C'est ça. Ils ont eu cette période. Ça veut dire que c'est intéressant. Les actifs de Casino représentent une vraie valeur. Et nous aussi, on a eu accès au compte. Vous avez vu le papier qu'on a fait avec Mathieu Wechberti sur la dette cachée, le milliard de lignes de crédit qui servait à faire du on-off avant et après les comptes. De toute façon, non mais ça vous passionne ce dossier? Je vous avoue que c'est, je trouve qu'on en parle beaucoup en fait. C'est quand même le dossier capitaliste. Moi, c'est plutôt, vous l'avez compris, depuis qu'on en parle, c'est plutôt la restructuration industrielle qui m'intéresse plus. La restructuration financière, c'est le cas. C'est effectivement le cas. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va combiner les deux. Depuis le début, on se dit qu'il va y avoir une convergence des offres parce qu'il faut à la fois désendetter et restructurer le groupe. Et objectivement, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'il va y avoir un réalignement des étalonnements sur les différents types de magasins avec des synergies sur Intermarché et en même temps un désendettement du groupe pour pouvoir retrouver des marges de manœuvre de rentabilité. Thibaut, je suis à peu près sûr que le dossier conjoncture vous intéresse plus que le dossier Casino. Ça va mieux quand même. Non, mais le dossier Casino est intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'intellectuellement, on a basculé en une dizaine d'années en bourse entre des dossiers, on va dire, classiques, qui étaient des dossiers liés au PIB, liés au chiffre d'affaires, qui étaient très gros en bourse. Et tous ces dossiers se sont un peu effondrés. D'ailleurs, boursièrement, la grande distribution, ça pèse plus grand-chose. Pendant que des dossiers qui avaient moins de chiffre d'affaires, mais des marges énormes, on peut penser à LVMH, qui est tout petit par rapport à la distribution, et énorme boursièrement. Ce qui fait que ces dossiers de grande distribution intéressent tous les observateurs d'un point de vue économique, de ce qu'ils disent, des marges, de la situation. Mais en fait, boursièrement, sont devenus dans les portefeuilles des choses qui ne sont plus vraiment au cœur de l'actualité. En revanche, avec près de 200 000 salariés, avec beaucoup de dettes, c'est quand même un sujet qu'on suit au jour le jour. Apparemment, quand même, pour Kretinsky, pour Niel, pour Pigas, c'est des dossiers qui financièrement restent intéressants, manifestement. C'est intéressant parce qu'en plus, on voit bien qu'il y a des secteurs, des valeurs non cotées qui font beaucoup l'actualité, qui semblent bien fonctionner, et en même temps des marchés cotés où il y a des grandes difficultés. Donc c'est un secteur qui interpelle. C'est aussi un secteur qui a beaucoup changé, qui a bien marché l'année dernière. Donc voilà, au cœur de l'actualité. On va reparler de tout ça, notamment de la performance aussi des LVMH en bourse. Que ferait-on sans LVMH en Europe? Je vous pose la question. Et puis bien sûr, la conjoncture, on en parlait à l'instant avec Philippe Aguillon. Ça va mieux un petit peu. Les chiffres de l'OCDE sont plus optimistes que les derniers. À tout de suite. Good Morning Business, le débrief de la matinale. Et on va commencer par les valeurs boursières parce que ça a animé le temps publicitaire ici sur ce plateau avec Éric Delannoy, Rodolphe Bonas et Thibaut Prébet. On va parler donc effectivement du top 100 mondial des grandes valos. Et vous nous disiez, Éric, nous sommes nous on se félicitait, on était contents, LVMH, L'Oréal, Sanofi, Total Energy. Et vous disiez tout de suite les Américains. Nous sommes des nains. Bah oui, on est des nains. Enfin, franchement, on parle en France de super profit quand une entreprise magnifique par ailleurs fait 14 milliards d'euros. Oui, mais LVMH, première entreprise européenne. Mais oui, mais c'est, enfin, si on prend Apple, première entreprise mondiale, on est sur une capitalisation boursière qui est quasiment 10 fois inférieure, avec des bénéfices qui sont quasiment 8 fois inférieurs. Enfin, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Et si on prend même les 10 premières sociétés américaines qui font des bénéfices, on est de toute façon, LVMH est de toute façon entre 3 et 4 fois plus petit que ces sociétés-là. Donc, dans les top 100 dont on parle, là, les Américains représentent quand même 70% de la valorisation. Donc. Alors justement, ils ont passé quand même une année un peu compliquée, ce top 100, avec des pertes de valeur absolument dans tous les secteurs. On était ce matin avec Philippe Cubiza, l'associé chez PwC France et Maghreb, qui sort cette étude. Écoutez, partout c'est compliqué, sauf en Europe.
Le marché au niveau mondial perd à peu près 8% et l'Europe, paradoxalement, augmente de 9,5%. Donc une région qui est d'ailleurs qui permet en fait à l'Europe à remonter à la 2e place derrière les États-Unis. La France également gagne 2 rangs et se retrouve à la 4e place derrière les États-Unis, l'Arabie Saoudite avec Aramco comme vous l'indiquiez. Ouais. Donc effectivement une très belle performance. Et ce qui est important de noter peut-être au niveau de l'Europe, c'est qu'effectivement on parle de la France, mais il y a l'Allemagne également avec Siemens, Deutsche Telekom, etc. qui remonte également très fortement dans le classement. Thibaut Prébet, vous qui jonglez avec les ballots, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle ça que l'Europe retrouve un peu de couleur sur les places boursières mondiales. Oui, c'est une bonne nouvelle et puis ce qui est important c'est de ne pas regarder que le niveau, c'est de regarder la tendance. Je vous rappelle que si vous regardez un indice comme l'Eurostoxx en 2010, dans les plus gros poids, vous alliez trouver du Total, du Sanofi, puis du Banco Santander, et ça faisait rêver personne. C'était pas des boîtes de forte croissance, c'était pas des boîtes de forte marge. Aujourd'hui à la place vous mettez ASML, LVMH, vous êtes dans des sociétés qui font de l'ordre de 20 de croissance, qui ont des marges, qui ont un positionnement. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on est, et je partage le propos, très loin des États-Unis, mais la tendance est quand même assez favorable alors qu'en 2010 on était nulle part. Ça montre cette absence des capitaux privés, ce qu'on appelle le private equity, qui permet aux États-Unis d'avoir des sociétés qui font des dizaines de milliards de pertes avant même de se coter en bourse. Nous il faut plus de temps, mais quand on regarde les grands indices, on a plus de croissance, des valeurs plus sexy. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de comeback de l'idée qu'en Europe il y a des champions mondiaux et des choses intéressantes qui étaient inexistantes. Est-ce que c'est un mouvement qui est terminé? Pas du tout, mais on peut quand même considérer que dans un mouvement qui n'est pas achevé, la tendance reste quand même plus intéressante que par le passé. Rodolphe Bonas, pour la grande distribution qui est votre spécialité, c'était compliqué quand même cette année. Cette année ça a été extrêmement compliqué avec alors sur le marché français un effet ciseau lié à l'inflation. Il faut quand même le savoir, dans la distribution c'est pas bon l'inflation. Quand elle s'installe ça fait mal parce que finalement on finit par vendre pas cher des prix qu'on achète assez cher. Après quand ça s'installe c'est assez favorable parce que ça y est on est dans le système et la croissance s'opère là-dessus. Et puis pour rebondir sur ce qui a été dit ici, c'est particulièrement intéressant. Je pense qu'il y a aussi une lecture politique de cette affaire-là, c'est-à-dire que finalement on voit que ce marché européen, il est d'une très grande performance, le marché en tant que tel, mais la capacité que l'on a à construire des géants mondiaux est beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce que on reste quand même dans une lecture qui est très nationale finalement. On est dans un agrégat et on n'est pas dans un collectif. Et donc du coup, je pense que dans ces performances-là, c'est vraiment l'échec quelque part d'une constitution politique de géants internationaux que l'on pourrait monter dans un espace européen. Et voilà, c'est ça un peu mal. Mais Eric, des géants internationaux, il y en a quand même. Quand on parle d'école, par exemple, ce sont des géants mondiaux quand même, ces groupes du luxe français. Mais bien sûr, il y a des géants mondiaux. Alors d'ailleurs, moi je voudrais insister, on n'a pas beaucoup insisté sur cette partie de l'étude, mais le Danemark est en plutôt bonne position sur ces sujets-là. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse dans le Danemark, ce sont en plus des entreprises qui sont très résilientes au niveau environnemental. C'est quoi les grosses entreprises danoises ? Il y a une entreprise danoise sur le transport qui est Maersk, qui fait 20 milliards de chiffre d'affaires. Donc on a beaucoup bénéficié aussi de la hausse des coûts de transport et des conteneurs. On est surtout sur des sociétés, beaucoup sur des sociétés qui sont en avant sur l'écologie. Il y a des sociétés éoliennes qui font partie des grandes sociétés danoises. Et donc on est sur des sociétés d'avenir par rapport aux enjeux sociaux et environnementaux. Il faut quand même le rappeler ça. Mais Apple, deuxième ou première capitalisation boursière mondiale. Première 3000, 2850. Oui, après Aramco devant Aramco derrière et 2200. Voilà, bref, on est quand même, mais on n'est pas sur une société qui est très résiliente en termes environnementaux. Bien. Donc ça, il faut quand même le noter. Le deuxième aspect, c'est que oui, il y a des géants mondiaux au niveau européen, c'est évident, mais effectivement, ce sont des mèches lentes. En fait, ce sont des croissances qui sont pas rapides et on est toujours sur les mêmes secteurs quand même. On n'a pas de grands nouveaux secteurs. Les nouveaux secteurs, pour les raisons qui ont été indiquées tout à l'heure sur le financement de l'innovation, ils se font outre-Atlantique. Et ça, c'est un vrai problème pour l'avenir. Jean-Pascal Ricoire, qui était sur notre antenne hier, le patron de Schneider Electric, disait qu'il était l'entreprise au monde où les fonds à impact investissent le plus. On a quand même des géants là aussi qui se créent, qui montent sur la transition énergétique. Mais l'Europe est en train de montrer l'exemple sur les problématiques de transition énergétique. Bien évidemment, déjà l'Europe a un impact énergétique, on le dit jamais assez, ou climatique, qui est un des plus faibles au monde au regard de son poids mondial. Et que effectivement, les fonds à impact sont très actifs sur les entreprises européennes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sauf qu'on ne le pointe pas souvent. On est sur des chiffres, capitalisation boursière, augmentation des capitalisations, etc. On n'est pas sur la nature de ces capitalisations. Or, demain, avec les enjeux sociaux et environnementaux qui sont devant nous, il va falloir qu'on mette du qualitatif dans ces capitalisations-là.
Thibault, les fonds à impact, ça change vraiment quelque chose? Ça change l'avenir de ces boîtes, leur stratégie, ou ça reste quand même toujours une petite lorgnette? Non, c'est pas du tout une petite lorgnette, parce que déjà c'est quelque chose au très long cours. C'est-à-dire que par exemple les institutionnels qui font partie des gros investisseurs ont des objectifs d'impact en termes de degré de réchauffement sur des durées très longues. Donc du coup on sait déjà que c'est une tendance qui va devoir continuer, c'est pas un feu de paille. Et puis c'est vrai que toutes les sociétés doivent soit en tenir compte, soit en étant vertueux, soit en s'améliorant. Et on le voit bien de facto, toutes les entreprises non vertueuses ont un peu tendance à disparaître. Alors c'est vrai qu'il y a eu un boom sur les valeurs vertes qui a perdu un peu de l'attraction depuis un an, mais on est globalement dans une thématique qui est extrêmement durable, qui est sensible. Et des sociétés, on peut penser à Schneider Electric, on peut penser même à Nexans, qui était une société qui était considérée plutôt comme financement de choses assez polluantes, qui maintenant dans l'électrification, dans le raccordement de systèmes des éoliennes en mer, voilà, trouve ce genre de relais. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On voit même des sociétés qui envisagent des scissions pour essayer de séparer les activités mal valorisées, que sont les activités un peu dures, vers les nouvelles. Et puis avec son lot de controverses, mais on sait que c'est quelque chose qui n'est pas un feu de paille, qui est durable et qui a été institutionnalisé. C'est-à-dire que c'est présent dans des notions de coût en capital, dans des notions d'obligation d'investissement. Et donc tout est structuré autour du fait que ça va durer. Là-dessus, c'est à la fois une avancée européenne, mais aussi des contraintes que les autres n'ont pas. Il va falloir voir si les autres continents nous accompagnent. On n'y est pas encore. Allez, deuxième sujet pour notre débrief, c'est la conjoncture, à la fois la croissance et les chiffres de l'emploi. À chaque fois, on est toujours surpris, ça va vraiment bien. On a les chiffres de l'INSEE pour le premier trimestre en France, vous avez vu, 86 800 postes créés, c'est 2 fois plus que ce qu'on attendait. C'est le 9e trimestre consécutif de hausse en France. Mais je croyais qu'on était en crise. Qu'est-ce qui se passe, Eric? Vous connaissez ma position sur le sujet. Il n'y a pas de crise. C'est pas qu'il n'y a pas de crise, c'est qu'on surexpose systématiquement les effets de crise. Donc, c'est bien évidemment qu'il y a des sujets de conjoncture qui diminuent un petit peu. Mais il faut savoir comment on définit une crise déjà. C'est un autre sujet. Ce qui se passe, c'est qu'on a une baisse de productivité quand même qui accompagne tout ça. Hein. Donc, mécaniquement, une faible croissance et des emplois qui montent, c'est une productivité qui baisse. Mais donc, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que c'est des effets transitoires. Une dégraison importante de cette baisse de productivité, c'est une relance fondamentale et très importante de l'apprentissage. Multiplié par 3 en France, on a dépassé l'Allemagne, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire. L'apprentissage, c'est d'abord de la formation avant de la productivité. Donc mécaniquement, ça baisse la productivité. Deuxième phénomène, c'est que dans une société de services comme la France, la productivité augmente très peu, ce qui est arrivé pour la première fois en 2020 avec le télétravail, mais elle a tendance à baisser très vite, parce qu'on s'appuie sur les personnes dans les sociétés de services. Or, un phénomène qui malheureusement arrive et vraiment pollue les entreprises, et je parle bien de pollution des entreprises, hein. Moi-même qui suis chef d'entreprise, c'est vraiment un sujet important. On a une reconfiguration du rapport au travail qui est extrêmement coûteuse en termes de productivité. Ouais. Et malheureusement... Parce que les salariés s'engagent moins, quelque part. Non seulement ils s'engagent moins, et puis de manière beaucoup plus brutale, dans beaucoup d'entreprises, on a quand même un bond de 40% de l'absentéisme. Ouais. Donc ça pèse sur la productivité. Donc du coup, il y a un phénomène où on prépare l'avenir et donc malgré une faible croissance, on licencie pas et donc il y a des besoins de profils systématiques avec des profils en formation et une baisse de productivité qui fait que l'emploi se porte bien alors que la croissance n'est pas énorme. Rodolphe. Alors c'est vrai que c'est très très vrai. En tant que chef d'entreprise, on constate vraiment ces deux phénomènes. Ils sont installés dans les entreprises au quotidien. Alors à la fois avec cette logique de l'apprentissage qui est une très bonne chose. Il faut quand même le souligner, c'est-à-dire que le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Le dispositif de l'apprentissage à la française n'était plus possible, c'est-à-dire c'était un dispositif finalement qui amenait à l'échec, puisque mécaniquement pour les entreprises on ne pouvait pas s'organiser, la charge était trop lourde. Là aujourd'hui cet accompagnement il donne énormément de jeunes dans nos entreprises qui viennent, que l'on forme, que l'on a et qu'on a plaisir à accueillir parce qu'on arrive à fabriquer de la valeur avec. Après ensuite il faut quand même évoquer un point, c'est aujourd'hui le fait que le télétravail est rentré dans c'est institutionnalisé ce télétravail. Et que par définition, la mise en œuvre de gains de productivité à long terme dans les entreprises avec un dispositif de télétravail, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Pourquoi ? Parce que pour arriver à augmenter la productivité de l'entreprise, vous avez besoin de la totalité des ressources pour arriver à dénicher finalement ces points-là. Sauf que vous avez des salariés qui, eux, ne reviendront pas en arrière. Jamais. Donc vous êtes obligé de faire évoluer le management. Alors, on est absolument d'accord avec ça. Jamais, c'est même un élément quasiment conditionnel au recrutement, c'est-à-dire c'est difficile de recruter et la première demande c'est bien évidemment est-ce que vous avez des jours de télétravail ? Si oui, combien ? Autre élément de conjoncture plutôt
positifs, c'est les chiffres de l'OCDE qui est plus optimiste pour la croissance dans les pays développés en 2023 qu'elle ne l'était auparavant, 2,9% de croissance contre 2,7%. Bon, plus prudente sur 2024. Est-ce qu'après le soft landing, on aura le soft, je sais pas comment dire, au décollage? Oui, moi je crois qu'on est dans quelque chose qui est en fait finalement très lisse. Je pense que la tendance mondiale, c'est de moins en moins de croissance, mais une croissance qui est beaucoup plus lissée. Ouais. Et donc à chaque fois qu'on attend des chocs, on les a pas. Je m'appuie là-dessus sur une vision très structurelle qui rejoint ce qui a été dit, mais en prenant du recul, qu'est-ce qu'on constate? Une crise, c'est simple, comme 2008, c'est des gens qui ont peur de se faire licencier et qui épargnent, qui arrêtent de consommer. Puis au bout d'un moment, les sociétés, elles vendent moins, donc elles licencient. Puis les gens arrêtent de consommer parce qu'ils n'ont plus de salaire, ou alors ils ont peur d'être virés, etc. Et on crée une spirale qu'on arrête généralement par de la relance keynésienne. Dans une période où on a un effondrement démographique qui fait qu'il y a de moins en moins d'arrivants et de plus en plus de partants, il y a de moins en moins de chômage structurel, donc plus personne n'a peur de perdre son emploi, donc plus personne n'arrête de consommer. Et donc on trouve là une résilience auquel on n'est pas habitué. Personne ne comprend pourquoi la crise ne vient pas. Pour autant, autour de vous, vous voyez très peu de gens qui on galère à trouver un emploi, qui ont peur d'être licenciés, alors qu'en 2008, c'était partout. C'était des centaines de CV reçus chaque mois. Plus personne nous envoie de CV. Et donc, on n'est pas habitué à ce mode démographique qui est très durable, qui a introduit, de par ce changement du rapport de force, effectivement, une plus forte puissance du salarié pour négocier, et donc un environnement qui change. Mais tout ça... Est-ce que vous mettez l'inflation là-dedans? Parce que vous dites la consommation continue, mais là, la consommation, à cause des niveaux d'inflation, commence à se tasser. On le voit dans les chiffres français. C'est vrai, mais la réalité, c'est que c'est une tendance qui, inflation ou pas, reste toujours la même. C'est-à-dire quand on a un revenu disponible, on est plus à l'aise à en consommer une grande partie si on n'a pas peur de perdre son emploi. Et ça, c'est quelque chose qui a changé de manière radicale. Aujourd'hui, des gens qui vous disent non, mais là, je mets de côté au cas où, ça existe de moins en moins. Même si c'est quelque chose de très durable. Même si le taux d'épargne est très élevé toujours en France. Oui, parce que les revenus aussi montent. Donc on en a un peu pour les deux. Mais c'est vrai qu'on attend toujours un choc de consommation qui n'est jamais arrivé. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'à mon avis, il faut s'habituer. Quand même, sur la consommation dans les grandes surfaces, on l'a vu au premier trimestre, ça a baissé 10% en volume. En volume, mais pas en prix. Pas en prix. C'est vrai. Eric. Mais encore une fois, pas pour les bonnes raisons. Enfin, on a crié sur le fait qu'il y a une pauvreté qui s'installe, on peut plus se nourrir, on peut plus acheter quoi que ce soit. Mais non, il y a des personnes en difficulté qui sont aidées aujourd'hui. Je rappelle que le SMIC, c'est un salaire qui est indexé sur l'inflation, qui a augmenté plus vite que l'inflation. D'accord ? Il y a eu tous les dispositifs gouvernementaux pour faire en sorte de limiter cette inflation, premier élément. Deuxième élément, on se focalise toujours sur l'alimentaire, qui effectivement représente un panier qui a augmenté très fortement. Mais l'alimentaire, c'est 15 à 20% du panier des ménages. Et qu'il s'agit non pas d'une consommation, d'un défaut de consommation subi, mais d'un défaut de consommation choisi. C'est un arbitrage, parce qu'effectivement, l'épargne a fortement augmenté. Et qu'à ce titre-là, il y a un report sur l'avenir par rapport au fait qu'on attend que l'inflation baisse. C'est vraiment un effet d'opportunité pour la plupart, ce qui n'empêche pas qu'il y a des problèmes sur un certain nombre de ménages, évidemment. Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une tension qui se crée sur à peu près 5 millions de Français qui ont quand même de plus en plus de difficultés à boucler leur fin de mois. Pour ne pas dire, si on regarde les chiffres en magasin, c'est-à-dire que nous, on a tendance à regarder que finalement, la fin du mois, elle tombe de plus en plus tôt. Et c'est vrai que depuis à peu près un an, on voit la fin du mois qui tombait à peu près le 20-25. Comment ça se calcule la fin du mois en magasin, je vous l'explique. C'est tout simplement qu'il y a un certain nombre de produits qu'on vend beaucoup moins. Par exemple, de la lessive, des produits frais, viande, poisson, qui sont qu'on revend en début de mois d'après. Eh bien, cette fin de mois, elle a avancé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des millions de Français qui sont quand même dans des situations de très grande précarité. Qui attendent. Pardon ? Ou qui attendent. Oui, bien sûr, ou qui attendent. Oui, mais qui font plus qu'attendre, parce que le nombre de Français qui n'ont qu'un seul repas par jour a augmenté. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que ce dispositif inflationniste, il fabrique aussi de la frustration dans toutes les classes sociales, pour une simple et bonne raison, c'est que la consommation, c'est aussi un élément social, c'est aussi un élément de reconnaissance. Et cette frustration, elle peut fabriquer de la colère. Bon, on a 2 minutes pour dire un petit mot quand même sur Casino, quand même, parce que fin de la première saison. Est-ce que Niel, Pigas et Zouari, est-ce que c'est effectivement ils veulent acquérir Casino à tout prix, et est-ce que Casino peut encore rester autonome et indépendant? Est-ce que Naouri peut encore garder le contrôle? Alors, autonome et indépendant, ça sera très dur, pour ne pas dire quasiment impossible. Le niveau de la dette est tel, et malheureusement les résultats ne sont pas significatifs. Voilà, donc ça va être très compliqué. En revanche, ce que cela nous éclaire, c'est que les actifs de Casino sont fortement convoités. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ce groupe, vous avez des pépites, vous avez des marques iconiques, vous avez des enseignes qui sont positionnées au cœur de nos villes. Il ne veut pas les vendre Monoprix pour l'instant. Exactement, parce qu'il a bien compris qu'il y avait des éléments de valeur variables et que la marque Casino n'avait pas la même valeur que Monoprix, que Franprix ou encore que Cdiscount. Mécaniquement ici, ce que ça nous dit, c'est que ces 3 fondateurs-là sont déterminés et ils iront
jusqu'au bout. Mais Kretinsky aussi, il est déterminé en face. Oui, tout à fait. C'est pas le même projet. Non, exactement, c'est pas le même projet. On sent que d'un côté, on a un projet fortement et lourdement industriel, et de l'autre côté, peut-être un projet un peu plus financier, parce qu'on peut arriver. Eric a déjà tranché. Il préfère le projet industriel. Simplement, effectivement, mais non, mais on le voit toujours. Une entreprise qui se financiarise à ce point finit toujours par avoir des problèmes. Mais là, elle a été financiarisée au départ. Mais bien sûr, mais parce que Naouri est d'abord un financier avant d'être un homme de la distribution, donc forcément. Mais on le voit que quel que soit le secteur, quand on a une entreprise qui ne se préoccupe que de la finance, elle finit toujours par avoir des problèmes, parce que les problèmes sont externalisés, notamment les problématiques de hausse des taux en l'occurrence. Donc à un moment, il faut s'interroger sur la viabilité du modèle. En un mot, Thibault. Deux observations. Une, le secteur de la grande distribution est une catastrophe boursière depuis 10 ans. Le seul qui s'en est sorti, c'est Walmart. Comment ils l'ont fait? Ils ont mis 25 milliards sur le digital. Tout ça pour dire que des actifs, si on a le cash pour les mobiliser, pour créer de la valeur, c'est intéressant. Si on est exsangue financièrement, ça vaut rien. Donc du coup, il y a un changement qui est intéressant. Deuxième point, il faut le rappeler, il y a énormément de dettes. Il y a une restructuration de la dette qui est commencée, une conciliation. Je vous rappelle que comme dans le cas de Crédit Suisse, ce que veulent faire les actionnaires, ce qu'ils veulent mettre, c'est très sympathique, mais il faut que les porteurs obligataires à qui on demandera un effort en parallèle, ce que feront les actionnaires, soient d'accord. Il y a aussi 200 000 salariés, donc mondialement, donc il y aura des sujets d'acceptation. Donc il ne faut pas oublier que ce n'est pas qu'une négociation entre des gens et des offres financières. Il y a énormément d'éléments derrière dans la réalité, dans ce qu'on demandera aux obligataires, et ça ne sera pas toujours en un week-end. Donc il ne faut pas non plus penser que c'est une discussion entre trois bonshommes qui vont se mettre d'accord. Ça va être un poil plus compliqué. C'est juste la fin de la saison, avec un cliffhanger ce soir. On est prêt pour la suite, de toute façon. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débriefer Good Morning Business. Dans un instant, sur BFM Business, les experts avec Nicolas Dose. Aujourd'hui, avec Maya Bakash.